Salut à tous, je m'appelle Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de modalisation, qui est en gros résumé quelque chose qui enrichit notre compréhension d'un discours écrit ou de la communication. Mais qu'est-ce que la modalisation exactement? Eh bien c'est un concept très important pour comprendre comment nous exprimons nos attitudes, nos émotions et nos jugements à travers le langage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce qu'est la modalisation, les marques énonciatives, les marques de modalité, pour que vous puissiez facilement les reconnaître quand vous en voyez. À l'ordre du jour, on va voir qu'est-ce qu'un énonciateur, un destinataire, les marques énonciatives, les marques de modalité, ainsi que savoir et reconnaître le vocabulaire connoté. Alors restez sur cette vidéo pour qu'on puisse démystifier la modalisation et apprendre comment elle influence notre communication quotidienne, surtout écrite. Alors c'est quoi une modalisation en gros? Une modalisation sert à l'énonciateur, c'est-à-dire l'auteur, d'exprimer son point de vue de manière subjective ou dans son propre style d'écriture, dans le but d'influencer l'opinion du destinataire, le destinataire qu'on appelle plus communément le lecteur. Donc voilà. Énonciateur égale auteur, destinataire égale lecteur. J'avais dit plutôt que la modélisation sert à l'énonciateur d'exprimer son point de vue de manière subjective. Mais c'est quoi subjectif? Écoutez bien, parce que reconnaître la subjectivité est essentiel pour comprendre plus facilement ce qu'en gros est la modalisation. Donc, la subjectivité désigne la manière dont une personne perçoit, interprète et juge le monde en fonction de ses propres émotions, opinions et expériences personnelles. En gros, la subjectivité, c'est l'exact contraire d'être impartial. L'énonciateur se servira de certains mots ou expressions pour influencer le destinataire, donc le lecteur. À être d'accord avec lui. Exemple, on ne peut nier que, il est évident que, il est indéniable que. Ces expressions par exemple sont choisies généralement pour convaincre le destinataire de quelque chose. Par exemple, vous serez beaucoup plus convaincant si vous disiez « il est évident que nous devons protéger l'environnement » que de juste dire « il faut protéger l'environnement ». Donc, quand vous écrivez un texte ou que vous faites un débat, par exemple, utilisez toujours des mots comme ça pour convaincre les gens que vous voulez convaincre. Donc, l'énonciateur peut tout à fait avoir tort dans ce qu'il dit, mais c'est vraiment la façon dont il le dit qui va influencer ou convaincre le lecteur à être d'accord avec ce qu'il dit. Et voilà comment la modalisation peut complètement transformer le discours, l'influence ou la valeur, si vous voulez, d'un texte en y ajoutant des mots comme « il est évident que »,« bien évidemment »,« vraisemblablement », etc. Même si ce que vous dites est faux, en ajoutant des mots comme ça, le destinataire va inconsciemment penser « ah, ça doit être vrai ce qu'il dit ». Vous comprenez? Les auteurs font ça, les politiciens font ça, les avocats font ça, et vous aussi, vous pouvez le faire pour mieux convaincre. Pour un peu mieux comprendre ce qu'est un point de vue subjectif, il faut aussi savoir reconnaître le contraire. C'est-à-dire ce qu'est un point de vue objectif. La subjectivité ne sert pas simplement à manipuler l'opinion ou les sentiments des autres, mais aussi elle sert des fois à exprimer nos sentiments ou nos opinions. La subjectivité d'abord, on l'a vu, ça désigne la manière dont une personne perçoit, interprète et juge le monde en fonction de ses propres émotions, opinions et expériences personnelles. Par exemple, imaginez un journaliste qui n'aime clairement pas le Parti républicain aux États-Unis et qui veut soit vous faire détester le Parti républicain ou simplement vider son sac émotif et exprimer sa haine contre le Parti républicain. Il va utiliser certains mots pour le faire. Regardez l'exemple ici. Le Parti républicain est clairement démoniaque car leurs politiques en immigration sont discriminatoires. Donc là, vous voyez que le journaliste n'est pas impartial. Clairement, on voit qu'il n'aime pas le Parti républicain. Comment on le sait? Déjà, il utilise des mots à connotation négative, comme démoniaque ou
discriminatoire, et en plus pour vous convaincre que vous devez penser comme lui, il utilise le mot clairement pour exprimer un sentiment de certitude. Maintenant, voyons le contraire de la subjectivité, c'est-à-dire l'objectivité. L'objectivité vise à présenter les faits de manière neutre et sans biais, sans inclure d'opinion personnelle. Vous voyez, comme le montre le premier exemple avec la subjectivité, on voit bien que l'auteur montre son opinion personnelle. Même si ce qu'il dit n'est pas forcément vrai, on voyait bien que l'auteur n'aime pas du tout le parti républicain. Sauf que s'il avait dit les choses de manière objective, sans mettre son opinion personnelle dans ce qu'il a écrit, ça aurait donné un truc comme, exemple, le parti républicain promet à ses électeurs de réduire le nombre de migrants traversant la frontière avec le Mexique. Vous voyez que dans cet exemple, il n'y a que des choses factuelles, c'est-à-dire des choses vraies ou des faits, si vous voulez, qu'on peut vérifier. Effectivement, il n'est pas faux de dire que le parti républicain a promis de réduire le nombre de migrants. Dans cette phrase, il n'y a pas de mots pour influencer le lecteur, c'est juste une information qu'on donne. Donc, étant donné que c'est une phrase avec un point de vue objectif, qui ne fait que donner une information factuelle, eh bien, avec cette information, le lecteur peut penser ce qu'il veut penser sans se faire influencer par l'auteur de la phrase. Donc, voici comment se résume la modalisation en général et à quoi elle sert dans un texte. Une modalisation exprime un point de vue de manière subjective, ça on l'a vu. L'énonciateur se servira de certains mots ou expressions pour influencer le destinataire, c'est-à-dire le lecteur, à être d'accord avec lui. Par exemple, on ne peut nier que, il est évident que, il est indéniable que, ça on l'a vu. Une modalisation peut aussi aider l'énonciateur à manifester sa présence dans le texte de façon remarquée. Exemple, on s'y sent bien dans notre ville de Québec. Alors là, on voit que l'énonciateur n'est pas seulement un auteur complètement détaché sans aucun lien avec la ville de Québec, mais là, on voit que l'auteur a un lien avec la ville de Québec parce qu'il dit « on s'y sent bien dans notre ville de Québec ». Donc, en utilisant le pronom personnel « on » et le pronom possessif « notre », le déterminant possessif « notre » plutôt, l'auteur fait comprendre au destinataire sa présence dans le texte en disant « Hey, je suis là avec vous et je pars de notre ville. » Ok ? Probablement que le but de l'auteur ici est de créer un lien de complicité avec le destinataire. Donc rappelez-vous qu'il y a toujours un but à utiliser la modalisation. D'accord ? Dans ce cas-ci, c'était de manifester sa présence et de créer un lien, probablement de créer un lien de complicité avec le lecteur. En tout cas, on peut supposer. Ensuite, l'énonciateur peut interpeller grâce à des procédés de modalisation le lecteur dans son texte. Exemple avec des formules de politesse. Mesdames et messieurs, je vous appelle à lutter contre cette injustice. Donc là, en disant mesdames et messieurs, ou en utilisant la formule de politesse avec le pronom personnel vous, eh bien l'énonciateur, ou l'auteur si vous voulez, s'adresse personnellement au destinataire, c'est-à-dire au lecteur, et probablement dans le but de créer une complicité avec le destinataire. Finalement, la modalisation du texte met aussi en évidence si l'énonciateur est favorable ou défavorable face à un propos exprimé. Exemple, la ville de Québec, à mon avis, est l'une des plus belles villes au monde. Donc voyez ici que l'énonciateur a clairement une idée subjective sur la ville de Québec parce que son opinion est personnelle, ça n'engage que lui. Comment on sait ça ? Vous l'aurez remarqué, le « à mon avis » dans la phrase « la ville de Québec, à mon avis, est l'une des plus belles villes au monde ». Donc, grâce à cette modalisation, l'énonciateur met en évidence son avis favorable sur la ville de Québec. Alors, quand on parle de modalisation, on peut parler de marque énonciative et de marque de modalité. Les deux se ressemblent, mais il y a une légère différence. Les marques énonciatives servent essentiellement à révéler la présence de l'énonciateur, c'est-à-dire de l'auteur. Alors que les marques de modalité n'ont pas forcément pour but de révéler la présence de l'énonciateur, mais simplement de donner un ton positif ou négatif, ou en faveur ou en défaveur d'un texte, sans pour autant révéler la présence de l'énonciateur.
Donc, on revient aux marques énonciatives qui sont des éléments linguistiques qui indiquent la présence et le point de vue de l'énonciateur dans un discours ainsi que son style d'écriture. Les marques énonciatives qui permettent donc de révéler la présence de l'énonciateur peuvent être les pronoms personnels de première personne, comme nous, les déterminants possessifs de première personne, comme nos et notre, les phrases ou groupes incidents, comme je crois bien, à mon avis, etc. Mais les marques énonciatives ne servent pas seulement à révéler la présence de l'énonciateur, mais des fois, certaines marques énonciatives peuvent aussi renvoyer au destinataire, en établissant un rapport de complicité, de supériorité ou de familiarité avec le destinataire en utilisant le vouvoiement, par exemple vous, messieurs, etc. Donc une utilisation d'un pronom à la deuxième personne au lieu de la troisième personne pour parler indirectement de quelqu'un ou à quelqu'un, par exemple, alors on a bien dormi, pour en fait vouloir dire alors est-ce que tu as bien dormi, etc. Ici on voit une liste de marques énonciatives. On a les pronoms personnels à la première personne. Pourquoi à la première personne? Eh bien, on se rappelle que les marques énonciatives servent majoritairement à manifester la présence de l'énonciateur. Donc c'est logique d'utiliser la première personne, comme je et nous. On a un exemple dans la colonne de droite. Nous sommes en vue de gagner la coupe. Voilà. Au lieu de dire l'équipe est en vue de gagner la coupe, on voit qu'en utilisant le nous, l'auteur de la phrase veut manifester sa présence en voulant dire au destinataire qu'il supporte la même équipe que lui. On a aussi des verbes d'émotion ou d'attitude, donc ça sert à révéler les sentiments ou les attitudes de l'énonciateur, en utilisant des verbes par exemple comme penser, croire, espérer, craindre, etc. Alors on a un exemple ici, je crains qu'il soit trop tard pour changer les choses. Là on voit qu'en utilisant le verbe craindre, l'énonciateur exprime soit son point de vue, ou même veut aussi donner au destinataire un sentiment de peut-être, de peur ou d'urgence, voyez. L'énonciateur peut aussi utiliser des déterminants possessifs de première personne comme on ou notre. Encore une fois, ça sert à indiquer la présence de l'énonciateur, on le voit dans l'exemple ici, notre ville de Québec est l'une des plus belles, voilà, pour probablement faire comprendre au destinataire que lui aussi il habite Québec, ou en tout cas il habite dans la même province. Ensuite, on a des adverbes de jugement servant encore une fois à révéler les sentiments ou les attitudes de l'énonciateur comme malheureusement, heureusement, etc. En disant par exemple « Heureusement, cette loi ne passera pas à l'Assemblée ». Donc on peut comprendre ici que l'énonciateur visiblement n'avait pas une opinion favorable à la loi en question. Ensuite, on a l'interrogation rhétorique. C'est quoi une question rhétorique? C'est comme en fait une question qui se répond elle-même. Ou si vous voulez, en posant la question, c'est comme si on n'avait pas besoin d'y répondre. Par exemple, ce parti ne doit pas être élu. N'est-ce pas évident? En disant « n'est-ce pas évident ?» c'est comme si l'énonciateur force le destinataire à penser que ça serait débile d'élire ce parti politique. Voyez? On continue avec les emprunts à des langues étrangères. Par exemple, en disant « vous êtes arrivés juste à temps, amigos ». Ça personnalise un peu le texte que l'énonciateur dise amigos. C'est comme pour faire comprendre inconsciemment que c'est pas un robot qui écrit, mais un être humain. Autre marque énonciative, on a les phrases incidentes. Donc les phrases incidentes servent aussi à révéler la présence ou les sentiments de l'énonciateur. Phrase incidente qui vient du mot incise, qui est essentiellement une proposition, ou un bout de phrase si vous préférez, insérée dans une proposition principale. Donc la phrase incidente est mise entre deux virgules en plein milieu d'une phrase. Bon, on regarde. Vous allez comprendre. Nous habitons, je pense bien, dans la plus belle ville. Donc là, voyez que je pense bien, en gras, est en incise dans la proposition principale qui est nous habitons dans la plus belle ville. Pourquoi l'énonciateur a mis je pense bien en incise? Eh bien, justement pour manifester sa présence et de dire que lui aussi vient de cette ville comme le destinataire et en plus il révèle ses sentiments ou opinions par rapport à la ville en question en disant que c'est la plus belle ville du monde et qu'il le pense aussi. Voilà.
Juste en dessous, on a les groupes incidents qui ressemblent énormément aux phrases incidentes. Ça a les mêmes objectifs en tout cas. On le voit avec l'exemple suivant. Nous habitons, à mon avis, dans la plus belle ville. Alors là, vous voyez que, à mon avis, en gras, ça manifeste bien évidemment la présence de l'énonciateur, tout encore en donnant ses sentiments ou son opinion personnelle sur la ville en question. Là, vous devez probablement vous demander, oui, mais c'est quoi la différence entre une phrase incidente et un groupe incident? C'est littéralement la même chose, c'est juste quelques mots mis en virgule au milieu d'une phrase. Il y a une petite différence. Dans les mots phrase incidente, il y a le mot phrase, justement. Une phrase incidente, c'est un bout de phrase qui peut être retiré de la phrase principale et exister toute seule et faire du sens. Par exemple, on pourrait dire « Nous habitons dans la plus belle ville » et dire ensuite, en continuant avec une autre phrase « Je pense bien ». Voilà, « Je pense bien ». Tout seul, c'est une phrase complète parce qu'elle peut exister toute seule. Et oui, je, sujet, pense, verbe, bien, complément, je pense bien, sujet, verbe, complément, phrase complète. Alors que un groupe incident, il y a le mot groupe. Ça vous fait peut-être penser à groupe de mots. Donc, c'est simplement un groupe de mots qui ne peut pas exister à l'intérieur de la phrase principale. Parce que ce groupe de mots ne peut pas plutôt former une phrase complète. Une phrase complète, c'est sujet, verbe, complément. Dans, à mon avis, il n'y a même pas de verbe. Donc, on reconnaît que ce n'est pas une phrase incidente, mais un groupe incident. On continue avec le changement de niveau de la langue. Ça révèle ici la subjectivité face au niveau de langue du destinataire. Exemple, et celui-ci me dit « je m'en tape frère ». Voyez que probablement que l'énonciateur veut peut-être critiquer la façon de parler du destinataire. Dernier tableau pour les marques énonciatives, et celui-ci est aussi important parce que cette fois, il ne s'agit plus vraiment de manifester la présence de l'énonciateur, mais principalement que l'énonciateur renvoie au destinataire, ou si vous préférez, s'adresse directement au destinataire. Et ces marques énonciatives permettent à l'énonciateur d'établir un rapport d'opposition, de supériorité ou de complicité avec le destinataire, donc tout dépendamment du contexte de la phrase. Par exemple, les formules d'adresse en sont un exemple comme avec « cher », mes chers collègues, mon ami, s'il vous plaît. Donc ça permet à l'énonciateur d'établir un rapport de respect ou de familiarité avec le destinataire. Par exemple, « cher ami, je t'écris cette lettre pour te donner des nouvelles ». Ici, on a « cher ami » pour établir un rapport de familiarité ou de complicité avec le destinataire en question. Ensuite, on a les phrases interrogatives ou impératives qui permettent à l'énonciateur d'identifier le destinataire de façon indirecte pour l'interpeller. Par exemple, « adresse-toi à moi comme un ami ». Prends soin de toi surtout. Donc, voyez qu'on a utilisé deux phrases impératives ici, où on voit clairement l'énonciateur s'adresser à un destinataire en particulier. Les phrases impératives, pour petit rappel, c'est des phrases comme si on donnait des ordres. Par exemple, donne-moi ci, donne-moi ça, prends ceci, prends cela, fais ceci, fais cela. Dans ce cas, on dit, dans ce cas, c'est adresse-toi à moi comme un ami ou prends soin de toi surtout. Voilà, ce sont des phrases impératives. Avant-dernière marque énonciative qui renvoie au destinataire, les pronoms personnels à la troisième personne. Encore une fois, ça permet à l'énonciateur d'identifier le destinataire de façon indirecte pour l'interpeller. On regarde des exemples. Monsieur se décidera-t-il de venir à table? Ou encore, alors on fait moins le malin maintenant. On comprend bien que quand il dit on, c'est pas pour s'inclure dans le on, mais c'est pour implicitement s'adresser au destinataire lui-même. Quand il dit monsieur, c'est pas pour être poli, c'est plus pour s'adresser au destinataire, mais de façon peut-être sarcastique dans ce cas. Finalement, on a le vouvoiement. Donc le vouvoiement, c'est une marque de respect par exemple. Vous nous trouvez ravis de vous accueillir, monsieur. Donc, il utilise le vous pour s'adresser et établir un rapport de respect avec le destinataire en question. Et on a tu es toujours le bienvenu chez moi. Donc, il utilise le tu cette fois pour s'adresser et établir un rapport de familiarité cette fois avec le destinataire en question. On va faire des petits exercices maintenant, si ça vous intéresse de vous pratiquer et de voir si vous avez bien compris. On peut les faire ensemble, sinon vous pouvez directement sauter aux prochaines explications
en ce qui concerne les marques de modalité. Bien entendu, mettez sur pause pour avoir le temps de faire les exercices et répondre aux questions. Alors, premier exercice, surligne en jaune les marques énonciatives avec lesquelles l'énonciateur révèle sa présence et surligne en vert les marques énonciatives qui renvoient au destinataire. Et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors, voici les réponses. Donc, on a « cher ami ». Alors, « cher ami », eh bien, c'est une marque énonciative qui renvoie au destinataire, d'accord ? Parce qu'il s'adresse directement donc au destinataire. J'espère que tu vas bien. Alors là, il y a le j'espère. Donc j'espère, c'est quoi? On se rappelle, c'est un verbe d'émotion, hein, donc qui révèle les sentiments ou les attitudes de l'énonciateur. Nous pensons souvent à notre dernier voyage. Donc là, vous avez vu nous, donc qui est en pronom personnel. Donc c'est qu'est-ce qui révèle la présence de l'énonciateur avec nous. Et notre qui est un déterminant possessif. Donc encore là, ça révèle la présence de l'énonciateur dans la phrase. Donc nous pensons souvent que notre dernier voyage ensemble est à tous les bons moments que nous, encore une fois, avons partagés. Nos, encore une fois, prenons déterminant possessif, nos souvenirs de cette aventure sont encore très vivants dans notre esprit, encore une fois, déterminant possessif qui démontre la présence de l'énonciateur. Rappelle-toi, alors là, rappelle-toi, c'est une phrase impérative, donc rappelle-toi, donc il s'adresse directement au destinataire, rappelle-toi des lieux incroyables et des soirées mémorables. Notre visite à la plage au coucher du soleil, notre, encore une fois, pronom possessif, je crois bien, encore une fois, ça c'est un verbe de sentiment, donc ça manifeste la présence de l'énonciateur. Je crois bien reste un de nos, encore déterminants possessifs, nos moments préférés. Remémore-toi, ça c'est une phrase ou un énoncé plutôt impératif. Remémore-toi les magnifiques photos prises et à quel point ce voyage était spécial. Autre exercice, donc, avec le texte qu'on vient de lire, eh bien, indique le rapport de l'énonciateur face au destinataire. Est-ce que c'est un rapport d'opposition, de supériorité, de complicité? Eh bien, à vous de voir, et nous, on se retrouve tout de suite avec les réponses. Donc, voici la réponse. Eh bien, la réponse, c'est un rapport de complicité. Donc, vous voyez, cher ami, rappelle-toi, remémore-toi, nous, notre, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est un rapport vraiment de complicité. Alors, un autre petit exercice souligne les marques énonciatives avec lesquelles l'énonciateur s'adresse au destinataire. D'accord? On se retrouve avec les réponses tout de suite. Alors, voici les réponses. Cher Paul, j'espère que monsieur se porte bien. Alors, cher Paul, eh bien, c'est une formule d'adresse, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau. Donc, cher Paul, une formule d'adresse, ça s'adresse donc au destinataire. J'espère que monsieur se porte bien. Alors là, il s'adresse au destinataire un peu de manière, c'est pas une manière sarcastique, mais peut-être une façon de parler, on va dire. Nous pensons souvent à notre dernier rendez-vous et à combien il a été agréable de passer du temps ensemble. Nous avons beaucoup apprécié vos conseils sur la rénovation de la maison. Alors là, cette fois, on n'a pas un déterminant possessif de première personne, on a un déterminant possessif à la deuxième personne, parce qu'on dit vos conseils. Donc là, avec le vos, on voit bien que l'énonciateur s'adresse à quelqu'un, d'accord, à vos conseils sur la rénovation de la maison. Permettez-moi de savoir si vous seriez, donc là on a permettez-moi, donc qui est une phrase impérative. Donc on sait qu'avec une phrase impérative plutôt, on se réfère au destinataire. Permettez-moi de savoir si vous seriez disponible. Vous, encore une fois, pronom personnel, mais cette fois de deuxième personne, donc on s'adresse à quelqu'un. Vous seriez disponible pour nous aider avec la prochaine étape. Nous avons encore besoin de conseils sur l'aménagement de l'espace extérieur. Votre expertise déterminant possessif à la deuxième personne serait très appréciée. Donc voilà tous les éléments qui permettent de voir que l'énonciateur s'adresse au destinataire.
encore un autre exercice, l'avant-dernier exercice avant les marques de modalité. Donc, simplement, à l'aide du texte qu'on vient de voir, indiquer le rapport de l'énonciateur face au destinataire. Parce que c'est un rapport d'opposition, de supériorité, de complicité. Donc, choisissez et nous, on revient tout de suite avec la réponse maintenant. Donc, voici la réponse. Alors, la réponse est un rapport de complicité. Donc, on voit bien que en disant « Cher Paul, monsieur, vos conseils, permettez-moi », eh bien, on voit déjà là qu'il y a un petit rapport de complicité entre l'énonciateur et le destinataire qui est Paul. Dernier exercice, donc pour chaque phrase, indiquer si le pronom « on » est personnel ou indéfini. Surligner les pronoms « on » qui renvoient au destinataire et on se revoit avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses. Alors A, on arrive bientôt à la maison. Alors le « on » c'est un pronom personnel. Le B, alors, on est fier de soi. Alors là, c'est un pronom indéfini parce que le « on » se réfère pas à un pronom personnel, mais se réfère à une autre personne. Ok. C, on a fini ses devoirs. Encore une fois, c'est indéfini parce qu'on ne se réfère pas à nous-mêmes, mais on se réfère à une autre personne à qui on ne sait pas qui est adressé, donc le « on » dans cette phrase-là. D, est-ce qu'on s'est bien occupé de toi? Alors là, c'est un pronom personnel. On. Est-ce que nous sommes bien occupés de toi? Ok. Maintenant, parlons des marques de modalité. Donc, les marques de modalité servent à l'énonciateur, c'est-à-dire l'auteur, d'exprimer son point de vue de manière subjective, c'est-à-dire de porter un jugement positif ou négatif sur un sujet donné, ou encore d'exprimer ses sentiments, ses certitudes ou ses doutes, mais cette fois, contrairement aux marques énonciatives, sans nécessairement mentionner la présence de l'énonciateur. Un exemple ici, l'auteur nous a présenté son dernier ouvrage, donc qui est un point de vue objectif, neutre. Alors ici, on n'a aucune marque de modalité, le point de vue est neutre, c'est factuel, il n'y a pas d'opinion ou de sentiment rattaché à cette phrase, c'est juste l'auteur nous a présenté son dernier ouvrage, c'est tout. Le deuxième exemple par contre, regardez, l'auteur nous a présenté son fantastique ouvrage. Alors là, vous voyez que c'est subjectif, parce que là, il y a une opinion qui est donnée dans la phrase. On a rajouté l'adjectif fantastique. Soit dans le but d'exprimer une opinion par rapport au livre ou à l'auteur, et ou peut-être d'influencer l'opinion du destinataire par rapport au livre ou à l'auteur. Parlant d'adjectifs, regardons le vocabulaire connoté. Le vocabulaire connoté constitue des termes qui transmettent une image positive ou négative à quelque chose. Il y a deux sortes de connotations. Il y a la connotation positive, ou aussi appelée connotation méliorative, et il y a la connotation négative, ou aussi appelée connotation péjorative. Exemple, superpuissant, c'est un mot mélioratif parce qu'on veut donner l'opinion ou une idée de grandeur que le pays est extrêmement puissant. De l'autre côté, on a le mot bellâtre qui est péjoratif parce que bellâtre veut dire un homme qui est beau mais qui n'a absolument rien de spécial. Donc au lieu de dire c'est un homme très beau, qui serait déjà plus positif, une personne pourrait dire regarde ce bellâtre en voulant dire que l'homme est beau mais qui n'a franchement rien de spécial. Donc voilà pourquoi on dit que c'est péjoratif, donc à connotation négative. Un mot neutre serait par exemple le mot voiture. Voiture, ça n'engage absolument aucun sentiment, c'est juste un mot comme ça, sans valeur, sans sentiment, sans opinion. Voiture. Un vocabulaire connoté du mot voiture serait un mot comme tacos. Tacos qui peut évoquer l'image d'une voiture délabrée. Ou, au contraire, véhicule de luxe qui, cette fois, peut évoquer une image de richesse ou d'exclusivité. Donc là, on comprend que tacos est une version péjorative du mot voiture, alors que véhicule de luxe est une version méliorative du mot voiture. Alors, petit exercice maintenant. Pour chaque mot connoté ci-dessous, trouvez un mot de la même famille, mais qui est neutre, c'est-à-dire sans connotation particulière. Précisez également si le mot est mélioratif, c'est-à-dire à connotation positive, ou péjoratif, c'est-à-dire à connotation négative. Et nous, on se rejoint tout de suite avec les réponses. Donc voici les réponses
Alors pour le mot bolide, on avait le mot voiture, ok? Donc bolide était un mot mélioratif, à connotation méliorative, d'accord? Chauffard, pour chauffard, on avait trouvé conducteur. Chauffard, ça veut dire c'est un chauffeur vraiment expérimenté, donc c'était un mot à connotation méliorative. Maigrichon maintenant, un mot neutre aurait été de dire mince, ok? Donc quand on dit maigrichon, c'est un peu négatif, hein? Donc quand on dit que quelqu'un est maigrichon, c'est un peu comme si on lui donnait une petite insulte. Donc on voit là que c'est péjoratif parce que c'est à connotation négative. Désastreux, un mot un peu plus neutre aurait été de dire échouer par exemple. Quand on dit que quelque chose est désastreux, alors là on peut vraiment imaginer quelque chose de vraiment nul par exemple. Donc là on voit que c'est un mot à connotation négative, donc on sait que c'est péjoratif. Maintenant, la ponctuation expressive. Alors la ponctuation expressive peut aussi servir de marque de modalité parce que certaines ponctuations comme le point d'interrogation ou le point d'exclamation permettent d'exprimer un point de vue de manière subjective. Comment ? Eh bien, par exemple, regardez dans le tableau, un point d'exclamation peut exprimer un sentiment, une critique ou du sarcasme. Parce que si on dit seulement « il a dit ça », avec un point final, normal, ça ne donne pas d'émotion ou d'opinion par rapport à la phrase. Si on rajoute un point d'exclamation, par contre, il a dit ça, alors là, ça peut dévoiler une critique par rapport à ce qui a été dit. Le point d'interrogation peut exprimer le doute ou la surprise et les points de suspension peuvent exprimer un sentiment de doute ou de déception. À noter que chaque ponctuation peut exprimer plus de choses que le tableau permet de montrer, comme la curiosité, une émotion forte, un impératif, une hésitation, une interruption, un suspense, etc. Bref, en résumé, sachez que la ponctuation expressive, point d'exclamation, point d'interrogation ou point de suspension peuvent vraiment exprimer un sentiment ou encore influencer le destinataire en tout cas. Donc, on peut s'en servir de manière subjective et on comprend donc pourquoi on considère que la ponctuation expressive peut modaliser un discours. Autre marque de modalité, les temps verbaux. Donc certains temps et modes verbaux servent de marque de modalité en permettant à l'énonciateur d'atténuer son propos ou de se distancer de son propos. On veut dire quoi par atténuer son propos ? On veut dire que l'énonciateur peut chercher à adoucir son discours, par exemple en voulant utiliser une forme de politesse. Comment, en temps de verbe, peut-il faire ça ? Regardez le tableau. La deuxième colonne, vous voyez des phrases sans modalité. Et la troisième colonne, vous voyez des phrases avec des marques de modalité. Le premier exemple, au lieu d'utiliser l'impératif présent, conduisez l'auto, comme s'il s'agissait d'un ordre, on peut utiliser le futur simple en disant vous conduirez l'auto. Vous voyez, ce sont les mêmes mots, mais dits de manière différente. En utilisant le futur simple, ce n'est plus comme si on donnait un ordre, comme avec l'impératif présent, mais plus comme si on donnait une sorte de suggestion. Et ce, seulement en changeant pour le futur simple. Vous avez d'autres exemples en dessous. L'énonciateur peut donner comme intention de se distancer de son propos. Par exemple, à la dernière rangée du tableau, vous le voyez avec la phrase « il est le coupable ». Là, en utilisant le présent de l'indicatif, l'énonciateur, s'il a tort, se retrouve un peu responsable d'avoir dit que l'homme en question était coupable. Par contre, en changeant le temps de verbe du présent au conditionnel présent, tout change. Il serait coupable. Alors là, si l'énonciateur a tort, eh bien, c'est moins grave parce que c'est comme si l'énonciateur émet seulement la possibilité que l'homme soit coupable au lieu de l'accuser directement comme s'il aurait... comme il l'aurait fait, en utilisant simplement le présent de l'indicatif. Bon, petit exercice maintenant, l'avant-dernier. Quelle intention le temps de verbe exprime-t-il dans les phrases suivantes ? Quelle est l'intention d'un verbe au conditionnel présent ? Quelle est l'intention d'un verbe au futur, ok ? Nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses. Alors, je voudrais vous aider avec ce problème. Alors là, on voit que voudrait, c'est un verbe au temps conditionnel présent. Donc là, ça indique une forme de politesse. Je voudrais vous aider avec ce problème, monsieur, par exemple. B, il se pourrait qu'il ne vienne pas. Alors là, c'est un doute. Donc dans le jeu, on pense, on se doute qu'il ne va peut-être pas venir. D'accord ?
Elle trouverait encore, c'est encore un temps de verbe au conditionnel présent, comme les deux premières réponses plutôt. Elle trouverait cette femme détestable. Encore là, c'est un doute. On n'est pas certain, mais on pense. Ok ? Donc, elle trouverait cette femme détestable. D. Je vous demanderai de me donner votre attention. Alors là, c'est une forme de politesse. On demande poliment de demander l'attention de notre interlocuteur. E. Vous fermerez la porte avant de partir. C'est un verbe au futur simple, comme notre dernière réponse. Vous fermerez la porte avant de partir. Encore une fois, c'est une forme de politesse. Et F, tu n'oublies pas de dire à Elodie de venir. Donc c'est un verbe au présent qui remplace l'impératif présent comme les phrases D et E. Donc encore une fois, c'est pour donner une petite forme de politesse. Ici, vous avez un dernier tableau avec d'autres marques de modalité. Dans la colonne de droite, vous avez les exemples et dans la colonne du milieu, vous retrouverez l'objectif de ces marques de modalité. Alors, on a des verbes de connaissance, d'opinion, de parole, de sentiment. On a des auxiliaires de modalité, des adjectifs ou des adverbes qui expriment l'obligation, la certitude, le doute, etc. On a des pronoms permettant de se distancer d'un propos, de taire le nom de l'adversaire ou de montrer son adhésion. Vous en avez des exemples dans la colonne de droite. Par exemple, quand l'énonciateur dit « on dit qu'il est peureux », en utilisant le « on », c'est comme si l'énonciateur dit « ah c'est pas moi forcément qui dit ça, c'est on ». On, c'est les gens en général, vous voyez ? Donc, ou quand l'énonciateur dit « on l'a trahi sans remords », là, l'énonciateur utilise le « on » pour ne pas dire le prénom de la personne qui l'a trahi, vous voyez ? Nous devons régler ce problème. En utilisant le « nous », l'énonciateur montre son adhésion, donc son opinion favorable quant à la décision de régler un problème quelconque. Finalement, on a des figures de style qui sont définitivement des marques de modalité parce que quoi de mieux pour exprimer favorablement ou défavorablement ou d'exprimer des sentiments, des opinions ou des doutes qu'avec des figures de style. Donc regardez les exemples dans la colonne de droite. Alors, dernier exercice cette fois, reformuler les phrases suivantes en y ajoutant 2 adverbes connotés ainsi que 2 adjectifs connotés. Et nous, on se retrouve avec la réponse tout de suite. Alors, voici la réponse. Nous n'en sommes pas encore certains, mais cet homme est probablement dangereux. Ok ? Ces possibles actions seraient malicieuses. Dans le doute, il est peut-être mieux de ne pas s'en approcher, et ce conseil évident est pour la sûreté de tous. Alors, là, vous voyez que on a rajouté probablement à la première phrase. Donc, nous n'en sommes pas encore certains, mais cet homme est probablement dangereux. Ok ? C'est pour émettre la probabilité, d'accord ? Au lieu de la certitude. Ces possibles actions seraient malicieuses. Alors là, vous voyez, on émet encore une possibilité au lieu de dire que c'est sûr à 100%. On a rajouté aussi peut-être. Donc, dans le doute, il est peut-être mieux de ne pas s'en approcher. Voilà, donc c'est une suggestion, c'est un conseil comme ça qu'on nous. Et ce conseil évident est pour la sûreté de tous. Alors là, on a rajouté un adjectif pour convaincre que voilà, c'est probablement un très bon conseil d'éviter de s'approcher de la personne. En résumé, la modalisation permet de donner un style d'écriture à l'énonciateur et ou encore exprimer ses opinions, ses jugements, ses sentiments, ses doutes et ses certitudes de manière subjective et parfois même de s'adresser au destinataire. La modalisation se sert de marques énonciatives ou encore de marques de modalité. Les marques énonciatives servent à manifester la présence de l'énonciateur et exprimer ses opinions, doutes ou sentiments et ou encore renvoyer au destinataire, au lecteur, dans le but d'établir un rapport de complicité, de supériorité ou d'opposition face à celui-ci. Les marques de modalité, elles, permettent à l'énonciateur d'exprimer ses opinions, ses jugements, ses sentiments, ses doutes, etc., mais cette fois sans nécessairement manifester sa présence dans le texte. Ça sert beaucoup plus à donner un certain ton au texte. Rappelez-vous que la modalisation inclut plusieurs éléments, beaucoup de mots, pronoms personnels, verbes, expressions, déterminants possessifs, verbes, adverbes, adjectifs, certains temps de verbe, le futur, le présent, le conditionnel présent, des mots connotés, qu'ils soient péjoratifs ou mélioratifs, ou encore la ponctuation expressive, point d'interrogation, point d'exclamation, point de suspension,
Et le but principal de la modalisation est de donner un ton plus subjectif au texte pour exprimer des opinions ou des sentiments et ou ultimement d'influencer le destinataire ou s'adresser au destinataire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux c'est quoi la modalisation, c'est quoi des marques énonciatives, c'est quoi des marques de modalité, c'est quoi un vocabulaire connoté, mélioratif, péjoratif. Si c'est le cas, pour ceux qui regardent sur YouTube, s'il vous plaît, mettez un like, ça aide beaucoup l'algorithme et qui sait, ça aidera peut-être des personnes comme vous à trouver cette vidéo. Donc abonnez-vous aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des choses que vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire. Pour ceux qui sont avec Planète Tutorat, écrivez-moi un texto, un message sur Messenger ou on peut faire un appel vidéo. En attendant, on se revoit pour une autre vidéo et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.